Mon jeune moi, si je pouvais m'asseoir avec toi en ce moment, je te dirais quelque chose qui changerait tout. Mais je sais que tu ne me croirais pas, pas encore. Parce qu'en ce moment, tu penses que tu as le temps. Tu penses que la vie est une route droite qui s'étend à l'infini devant toi. Tu penses que le succès, le bonheur et le sens sont des choses qui t'attendent dans le futur, juste un peu plus loin sur le chemin. Mais laisse-moi te dire quelque chose, la route n'est pas infinie. Un jour, plus tôt que tu ne le penses, tu te réveilleras et tu réaliseras que tu ne poursuis plus un avenir, tu es dedans. Et quand ce jour viendra, les choses que tu pensais te rendre heureux n'auront plus autant d'importance. Les choses que tu craignais de perdre ne sembleront plus si importantes. Et la plus grande question à laquelle tu seras confronté ne portera pas sur ce qui t'attend, mais sur qui tu es. Mon jeune moi, j'ai amené quelques personnes avec moi aujourd'hui. Les grands esprits qui ont compris ce que la plupart des gens ne comprennent jamais. Carl Jung, l'homme qui a découvert l'ombre cachée. Abraham Maslow, qui a redéfini ce que signifie réussir. Viktor Frankl, qui a prouvé que le sens n'est pas donné, il est choisi. Søren Kierkegaard, qui nous a appris que la peur n'est pas l'ennemi, mais la porte de la liberté. Carl Rogers, qui nous a montré que la vie que nous vivons n'est peut-être pas celle que nous étions censés vivre. Alfred Adler, qui croyait que nous ne sommes pas prisonniers de notre passé, mais les auteurs de notre avenir. Ils ont quelque chose à te dire, mon jeune moi, quelque chose qui fera toute la différence, parce que le milieu de la vie n'est pas une crise, c'est un éveil. Et ta vraie vie, celle qui est la tienne et la tienne seule, n'a même pas encore commencé. Mon jeune moi, tu as passé toute ta vie à essayer d'être le bon type de personne, celui qui s'intègre, celui qui est respecté, celui qui rend les gens fiers. Et pendant des années, tu t'es convaincu que c'est ce que tu es vraiment, que cette version de toi, celle que le monde voit, est la seule qui existe. Mais j'ai besoin que tu écoutes attentivement maintenant, parce que Carl Jung est là pour te dire la vérité. Tu n'es pas seulement la personne que tu montres au monde, tu es aussi tout ce que tu as caché. Les doutes, la colère, les ambitions secrètes que tu as eu trop peur de poursuivre, la tristesse que tu as ravalée et que tu t'es dit ne pas être réelle. Ces choses n'ont pas disparu, elles sont devenues ton ombre. Et tant que tu refuseras de la voir, elle te contrôlera. Jung a passé sa vie à étudier pourquoi les gens se perdent, et il a découvert que la plupart d'entre nous vivent comme une demi-personne. Nous portons des masques, nous jouons des rôles, nous devenons tout ce que nous devons être pour nous sentir en sécurité. Et pendant un certain temps, mon jeune moi, ça marche. Mais ensuite, quelque chose se passe. Une fissure apparaît, le masque commence à glisser. Tu commences à réaliser que la vie que tu as construite n'est pas suffisante, non pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle était incomplète. Le milieu de la vie, c'est quand l'ombre se fait entendre, et elle ne demande pas la permission. Elle te force à te regarder, non pas la version que tu as soigneusement construite, mais la personne que tu es vraiment. Et ça, mon jeune moi, c'est terrifiant, parce que s'accepter pleinement signifie faire face aux parties de toi que tu n'aimes pas. Alors, que se passe-t-il si tu ne le fais pas? Si tu ignores l'ombre et prétends qu'elle n'est pas là, c'est alors qu'elle commence à te gouverner depuis l'obscurité. Elle transforme tes désirs en addiction. Elle transforme tes peurs tacites en colère contre le monde. Elle te fait en vouloir aux autres pour les choses mêmes que tu refuses de voir en toi. C'est pourquoi tant de personnes au milieu de leur vie se sentent perdues, amères ou agitées. Elles combattent un ennemi qui est en elles. Mais voici le secret que Jung voulait que tu saches. L'ombre n'est pas ton ennemi, c'est ton cœur manquant. Et si tu as le courage de te tourner vers elle au lieu de t'enfuir, tu découvriras que tout ce que tu cherchais était caché là depuis le début. Alors, comment l'intégrer? Cela commence par l'honnêteté. Arrête de filtrer tes pensées pour qu'elles soient acceptables. Remarque ce qui te déclenche chez les autres, car ce sont souvent les parties de toi-même que tu as enfouies. Écris les choses que tu évites de penser, affronte-les, questionne-les, comprends-les. Et lentement,
tu commenceras à te sentir entier. Jung a dit un jour, « La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement. Mais c'est aussi la plus libératrice, car au moment où tu arrêtes de te battre contre toi-même, tu réalises que tu n'as jamais été brisé, tu étais simplement inachevé. Et maintenant, enfin, tu as la chance de devenir entier. Mon jeune moi, te souviens-tu de la première fois où tu as goûté au succès? L'adrénaline, la validation, le sentiment qu'enfin tu étais quelqu'un. Tu pensais que c'était le but, faire tes preuves, accomplir davantage, construire une vie qui avait l'air bien de l'extérieur. Mais laisse-moi te présenter Abraham Maslow. Il te dirait que tu poursuivais un rêve qui n'a jamais vraiment été le tien. Maslow a passé sa vie à étudier ce qui rend vraiment les gens épanouis et il a découvert quelque chose que la plupart du monde ne comprend pas. Les personnes qui ressentent le sens le plus profond du but ne sont pas celles qui ont le plus accompli, ce sont celles qui sont devenues le plus. Tu as passé des années à grimper, à courir après les promotions, à chercher l'approbation, à te construire une réputation. Et pendant longtemps, mon jeune moi, cela te semblait suffisant. Mais je dois t'avertir, un jour, tu te réveilleras et tout cela te semblera étrangement creux. Non pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que tu es appelé à quelque chose de plus. La pyramide des besoins de Maslow explique tout. Au début, nous recherchons la sécurité, la stabilité, l'appartenance. Nous travaillons à construire quelque chose de solide sous nos pieds, et c'est bien, c'est nécessaire. Mais il arrive un moment où les fondations sont construites, et une nouvelle question se pose. Et maintenant? Ce moment, mon jeune moi, est le début de l'auto-actualisation. C'est quand les choses qui te motivaient autrefois perdent leur sens, et que tu réalises que le succès ne se résume pas à ce que tu as, mais à qui tu es. Mais à quoi cela ressemble-t-il réellement? C'est différent pour chacun. Pour certains, cela signifie laisser derrière eux une carrière qui ne correspond plus à leurs valeurs. Pour d'autres, cela signifie embrasser la créativité, la connexion ou la croissance personnelle plutôt que les récompenses extérieures. Il s'agit de passer de la recherche de la réussite à la recherche de sens. Mais voici ce que Maslow n'a jamais dit explicitement. La plupart des gens n'atteignent jamais l'auto-actualisation. Ils restent bloqués dans les étapes précédentes, piégés par le confort, la peur ou la routine. Comment savoir si cela t'arrive? Pose-toi cette question. Es-tu toujours en train de courir après le succès ou vis-tu d'une manière qui te semble vraiment épanouissante? Si ta réponse est la première, il est temps de tout repenser. C'est pourquoi tant de personnes dans la quarantaine se sentent perdues, non pas parce qu'elles ont fait quelque chose de mal, mais parce qu'elles sont appelées à quelque chose de plus, à arrêter de faire leurs preuves et à commencer à devenir, à arrêter de courir et à commencer à choisir. Et voici la grande ironie, mon jeune moi. Le moment où tu arrêtes d'être obsédé par le succès est le moment où tu le trouves enfin. Pas dans l'argent, pas dans le statut, mais dans la certitude tranquille que tu vis enfin la vie qui t'était destinée. Mon jeune moi, tu as passé des années à croire que le bonheur est quelque chose que tu peux attraper. Si tu travailles assez dur, si tu gagnes assez, si tu aimes la bonne personne, si tu vis au bon endroit, alors, enfin, tu seras arrivé. Et pendant un certain temps, tu as eu l'impression de te rapprocher. Mais quelque chose en toi ne s'est jamais vraiment installé. Peu importe ce que tu as accompli, il y avait toujours cette petite voix lancinante qui chuchotait « Est-ce tout ?» Laisse-moi te présenter Viktor Frankl. C'était un homme qui a enduré l'inimaginable. Il a survécu au camp de concentration nazi, dépouillé de tout, sa famille, sa carrière, sa liberté. Et pourtant, au milieu de cette horreur, il a fait une découverte qui allait changer notre façon de comprendre l'expérience humaine. Le bonheur n'est pas quelque chose que tu poursuis. C'est quelque chose qui émerge lorsque tu vis avec un sens. Frankl a observé que certaines personnes dans les camps, malgré leur souffrance, s'accrochaient à quelque chose qui les faisait tenir. Un but, une raison de se réveiller le lendemain. Et il a réalisé que ceux qui survivaient n'étaient pas nécessairement les plus forts,
mais ceux qui avaient trouvé quelque chose pour lequel il valait la peine de survivre. Toi, mon jeune moi, tu as passé tellement de temps à courir après le bonheur, mais tu as cherché au mauvais endroit. Le travail, la reconnaissance, les choses que tu possèdes, rien de tout cela ne sera jamais suffisant. Parce que le bonheur n'est pas quelque chose que tu obtiens, c'est quelque chose que tu permets, lorsque ta vie est alignée sur un sens plus profond. Mais qu'est-ce que cela signifie pour toi en ce moment? Comment créer du sens quand tu te sens coincé dans une vie qui ne semble pas en avoir? Frankl a découvert que le sens se manifeste de 3 manières, par le travail, par l'amour et par la souffrance. 1. Le sens par le travail. Pas seulement un emploi, mais une vocation. Faire quelque chose qui sert un but plus grand que toi-même. Il n'est pas nécessaire que ce soit grandiose. Il peut s'agir d'élever un enfant, de construire une communauté, de créer quelque chose qui te survivra. Il s'agit de contribution. 2. Le sens par l'amour. Pas l'amour romantique, mais le genre d'amour qui rend la vie riche. Les amitiés profondes, la gentillesse, les expériences partagées, les personnes qui te font te sentir vu. Si tu n'as personne dans ta vie qui te connaît vraiment, mon jeune moi, tu ne vis pas encore. 3. Le sens par la souffrance. C'est le plus difficile à comprendre, mais c'est le plus puissant. Lorsque la douleur entre dans ta vie, et elle le fera, tu as un choix. Tu peux la laisser te briser ou tu peux l'utiliser pour te transformer. Certaines des personnes les plus motivées au monde ont transformé leur plus grande souffrance en leur plus grande mission. Des survivants qui sont devenus des guérisseurs, ceux qui étaient perdus et qui aident maintenant les autres à trouver leur chemin. Frankl lui-même a dit « Quand nous ne sommes plus capables de changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. » Mon jeune moi, si jamais tu as l'impression que la vie a perdu son sens, regarde ces 3 choses. Que crées-tu? Qui aimes-tu? Quelle souffrance es-tu en train de transformer? Réponds à ces questions et tu ne te sentiras plus jamais perdu. Mon jeune moi, je sais à quel point tu crains le changement, comment tu réfléchis trop, hésites, pèses chaque possibilité avant de faire un pas. Comment tu t'accroches au familier, te disant qu'un jour, quand tu seras prêt, tu prendras le risque, tu feras le saut. Mais tu ne te sens jamais prêt, n'est-ce pas? Søren Kierkegaard savait exactement ce qu'était cette peur. Il l'appelait le vertige de la liberté. Ce moment terrifiant où tu réalises que ta vie est entièrement entre tes mains, pas de script, pas de garantie, juste toi, debout au bord de l'inconnu, paralysé par ceux qui pourraient arriver si tu sautais. Mais Kierkegaard savait aussi autre chose. Cette peur n'est pas l'ennemi, c'est le seuil. Et la seule façon d'entrer dans la vie que tu étais censé vivre est de l'embrasser. Mon jeune moi, j'ai besoin que tu entendes ceci. Tu ne te sentiras jamais prêt. Et si tu attends de l'être, tu attendras toujours. Mais cela ne signifie pas que toutes les peurs doivent être ignorées. Alors, comment savoir quand il est temps de faire le saut? Kierkegaard croyait qu'il y a une différence entre la peur qui signale le danger et la peur qui signale la croissance. La première est l'instinct. Si un feu brûle, tu ne marches pas dedans. Mais le deuxième type de peur est différent. Il apparaît lorsque tu te tiens au bord de quelque chose de nouveau, quelque chose qui t'appelle, même si cela te terrifie. C'est la peur vers laquelle tu dois marcher. Pense aux choses que tu as toujours voulu faire, mais que tu n'as jamais osé faire. Ce travail dont tu rêves secrètement, cet endroit où tu as envie de vivre, cette partie de toi-même que tu gardes cachée parce que tu as peur de ce que les gens vont penser. La seule chose qui se dresse entre toi et cette vie est la peur de l'inconnu. Le saut de la foi de Kierkegaard ne consistait pas seulement à prendre des risques, il s'agissait de faire confiance à quelque chose qui ne peut pas être prouvé. Pour certains, cela signifie la foi en Dieu. Pour d'autres, cela signifie la foi en eux-mêmes. Mais à la base, le saut consiste à choisir de croire que la vie que tu es censé vivre se trouve de l'autre côté de la peur, même si tu n'en as pas encore la preuve. Un jour, mon jeune moi, tu atteindras un point où rester le même sera plus douloureux que de changer.
Tu te tiendras au bord de quelque chose de nouveau, le cœur battant, l'estomac noué, te demandant si tu peux vraiment faire ça. Et j'ai besoin que tu te souviennes de ce moment. Le moment où tu comprends enfin que la peur n'est pas un signe pour t'arrêter, c'est un signe que tu es sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Alors, comment faire le saut? 1. Reconnais quand tu es face à un moment de transformation. Si une décision t'excite et te terrifie à part égale, fais attention. C'est un indice. 2. N'attends pas la certitude. Elle ne viendra jamais. Commence avant de te sentir prêt. 3. Rappelle-toi que la plus grande erreur que tu puisses faire est de ne rien faire. Kierkegaard a prévenu, oser, c'est perdre pied momentanément. Ne pas oser, c'est se perdre soi-même. Le saut semblera toujours impossible jusqu'au moment où tu le feras. Et alors, mon jeune moi, tu réaliseras que tu étais toujours censé voler. Mon jeune moi, tu as passé ta vie à essayer d'être la version de toi-même qui met les autres à l'aise. Tu as joué le rôle, dit les bonnes choses, porté le bon masque. Et pendant un certain temps, tu t'es convaincu que c'était ce que tu étais vraiment. Mais laisse-moi te demander quelque chose. Quand as-tu ressenti la liberté pour la dernière fois? Carl Rogers a passé sa carrière à étudier ce qui rend une vie réelle, et il a découvert quelque chose que la plupart des gens ne réalisent jamais. Plus tu t'éloignes de ton moi authentique, plus tu te perds. Mon jeune moi, je dois te demander quelque chose d'inconfortable. Si tu enlevais les attentes, la pression, la peur, qui serais-tu? Je sais que la réponse te terrifie, parce que pendant des années, tu as construit une vie qui a l'air bien, mais qui ne te convient pas. Tu as suivi un chemin qui avait du sens sur le papier, mais au fond de toi, quelque chose ne colle pas. Tu continues d'attendre que ça vienne, pensant que peut-être, si tu travailles plus dur, si tu réussis davantage, si tu fais suffisamment tes preuves, tu te sentiras enfin entier. Mais tu ne le feras pas, parce que le problème n'est pas que tu n'en as pas fait assez, le problème est que tu n'es pas toi-même. Rogers appelait cela la congruence, quand la personne que tu es à l'intérieur correspond enfin à la vie que tu vis à l'extérieur. Et, mon jeune moi, voici la vérité. C'est la seule façon dont tu te sentiras jamais libre. Mais que faire si tu ne sais pas qui tu es vraiment? Si tu as passé tellement de temps à être ce que les autres attendent que tu as perdu le contact avec toi-même? Rogers avait aussi une réponse à cela. 1. Arrête de te censurer. Fais attention au moment où tu ajustes tes mots, ton ton, tes opinions, juste pour t'intégrer. Demande-toi, si je n'avais pas peur du jugement, que dirais-je? 2. Remarque ce qui t'excite, les choses qui t'attirent, même si elles n'ont pas de sens. C'est ton vrai moi qui essaie d'attirer ton attention. 3. Pratique l'auto-acceptation radicale. Rogers croyait que la vraie croissance commence quand tu arrêtes d'essayer de te réparer et que tu commences à comprendre que tu n'as jamais été brisé en premier lieu. Un jour, mon jeune moi, tu atteindras un point où faire semblant sera épuisant, ou dire oui à des choses que tu ne veux pas, te montrer dans des endroits où tu n'as pas ta place, et vivre une vie qui ne te correspond pas deviendra insupportable. Et quand ce jour viendra, j'espère que tu te souviendras de ce que Rogers a dit, la bonne vie est un processus, pas une destination. Et ce processus commence au moment où tu arrêtes de faire semblant. Mon jeune moi, le plus grand mensonge que tu aies jamais cru est que ton passé te définit. Que les erreurs que tu as commises, les choses que tu regrettes, les personnes qui t'ont dit qui tu étais, que tout cela a tracé un chemin dont tu ne peux pas t'échapper. Alfred Adler te dirait le contraire. Il a passé sa vie à étudier pourquoi les gens restent piégés dans des cycles de malheur, et il a découvert que ce n'est pas à cause de ce qui leur est arrivé, c'est à cause de l'histoire qu'ils se racontent à ce sujet. Mon jeune moi, si tu crois que tu es un échec, tu agiras comme tel. Si tu crois que tu es indigne, tu te contenteras de moins que ce que tu mérites. Si tu crois que tu es destiné à être coincé, tu n'avanceras jamais. Mais et si, juste, et si, cette histoire n'était pas vraie?
Adler savait qu'à tout moment, une personne peut réécrire son récit. Tu n'es pas la victime de ton passé, tu n'es pas défini par tes erreurs, tu n'es pas lié par les limites de qui tu étais. Tu es, en ce moment même, exactement aussi libre que tu décides de l'être. Mais je sais ce que tu penses. Ce n'est pas si simple. Et si mon passé est rempli de vraies douleurs, de vrais échecs? Et si changer mon histoire me donne l'impression de me mentir à moi-même? La réponse d'Adler était la suivante. Ton passé est un fait, mais la signification que tu lui donnes est ton choix. Oui, de mauvaises choses arrivent. Oui, tu as fait des erreurs. Mais est-ce qu'elles te définissent? Seulement si tu décides qu'elles le font. Le passé n'est qu'un ensemble d'événements. La seule chose qui leur donne du pouvoir sur toi est l'histoire que tu y attaches. Alors, comment changer cette histoire? 1. Remets-la en question. Écris les croyances que tu as sur toi-même. J'échoue toujours, je ne suis pas assez bon, je ne serai jamais heureux. Et demande-toi, est-ce objectivement vrai ou est-ce juste quelque chose que je me suis répété si longtemps que j'y crois? 2. Cherche la preuve du contraire. Trouve ne serait-ce qu'un moment où tu as réussi, où tu as été fort, où tu as surmonté quelque chose. 3. Commence à agir comme si ta nouvelle histoire était déjà vraie. Si tu croyais que tu étais capable, comment te comporterais-tu? Si tu croyais que tu étais digne, à quoi dirais-tu oui? À quoi renoncerais-tu enfin? Un jour, mon jeune moi, tu réaliseras que ton passé n'est qu'un lieu de référence, pas une résidence, que le stylo a toujours été dans ta main. Et le moment où tu décides d'écrire une histoire différente est le moment où ta vie commence vraiment. Alors, nous y voilà, mon jeune moi. Tu as passé des années à penser que le milieu de la vie était quelque chose à craindre, que le fait d'avoir 40 ans signifiait que le temps était compté. Mais maintenant, tu connais la vérité. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Carl Jung t'a appris que tu n'es pas brisé, seulement inachevé. Maslow t'a montré que le succès ne se résume pas à ce que tu as, mais à qui tu deviens. Frank l'a prouvé que le sens n'est pas donné, il est choisi. Kierkegaard t'a rappelé que la peur n'est pas un signe pour t'arrêter, mais un signe pour sauter. Rogers t'a montré que le moment où tu arrêtes de faire semblant est le moment où tu commences à vivre. Adler t'a tendu le stylo et t'a dit de réécrire ton histoire. Mon jeune moi, tu ne poursuis plus une vie, tu y entres. Et toi, mon jeune moi, tu es enfin prêt.